C'est donc un film avec donc beaucoup d'effets spéciaux, un gros film, mais qui finalement coûte quasiment 10 fois moins cher que les films de super-héros américains. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour garder la même qualité C'est pas évident. Après, je pense qu'on a une manière quand même différente de travailler chez nous en France. On a un truc plus artisanal. Et donc, je pense que finalement, quand eux, ils font des films à 200 millions, nous, presque, on pourrait les faire un petit peu moins parce qu'il y a un truc, il y a un mode de fonctionnement un peu différent. Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui jouait dans le film Radio Star sorti en 2012 au cinéma. Il revient en tant que scénariste et réalisateur de Comment je suis devenu super-héros qui sort vendredi sur Netflix avec un casting 5 étoiles qui comprend Pio Marmaille, Leila Bekti, Benoît Poelvoorde, Vima Laponce ou encore Swan Arlo. Merci Douglas Attal d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis hyper content d'être là. Ça nous fait très plaisir de te recevoir et je vais te présenter les clapeuses qui sont en face de toi. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse productrice qui, si elle était un personnage de comics, elle serait Thor, à ceci près que le marteau est remplacé par un micro. Elle s'en sert avec la même force, c'est Elsa bon, Morel. je peux le soulever, tout va bien, voilà. Avec beaucoup J'ai le cœur pur, je crois que c'est ça l'histoire. C'est ça, c'est une histoire de cœur pur. Et avec elle, une clapeuse journaliste qui adorerait interviewer le Joker. Problème, elle risquerait de finir comme Harley Quinn, c'est Julia Solence. Bonjour à tous, je vais essayer de pas être trop folle là, je vais me tenir. Tu vas rester dans tes gonds. Je reste dans la deuxième facette plus sage. Ouais. C'est ça. Et bien Douglas, donc nous te recevons à l'occasion de la sortie de ton film Comment je suis devenu super-héros qui sort vendredi sur Netflix. Et justement, avant de s'y intéresser, j'aimerais te poser une première question qu'on pose souvent justement aux invités parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment est venue cette passion du cinéma et donc pour toi, comment ça a débuté La passion du cinéma, ça a débuté en salle. Quand j'ai été voir le film Sixième Sens de Night Shyamalan, voilà, c'était vers 99, donc j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Je regardais des films avant, mais j'étais pas plus passionné que ça, et vraiment c'était une expérience folle pour moi, qui s'est un peu reproduite d'ailleurs un an après quand j'ai été voir Incassable aussi en salle. Ah oui, donc oui, t'es un fan de Shyamalan. Ouais, totalement, ouais. J'imagine que tu attends Old qui ouais, doit avec sortir grande impatience, avec grande impatience, ouais. D'accord, et qu'est-ce qui t'a plu dans ce cinéma-là, justement, qui est entre le réel et justement et un peu le fantastique? Ouais, la manière dont il traite justement le fantastique de manière assez réaliste et surtout l'idée que le fantastique est compatible avec le drame, l'émotion, même le mélodrame, ça c'est quelque chose qui me touche vachement en fait. Eh bien, Comment je suis devenu super-héros est ton premier film. Alors l'histoire se passe dans une époque actuelle, mais dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs et les super-héros sont intégrés à la société. Mais voilà, le trafic d'une substance qui permet de donner des pouvoirs à ceux qui n'en ont pas commence à se répandre. C'est là qu'entrent en scène les lieutenants Moreau et Schatzman. J'espère que je prononce bien Parfait. Schatzman. J'ai l'accent, tout est nickel. T'es entraîné. Ouais, exactement. Pour mener l'enquête et essayer de démanteler justement ce trafic, avec l'aide notamment de 2 anciens justiciers. Mais le passé du lieutenant Moreau va ressurgir et bien évidemment va compliquer l'affaire. Ce film est une adaptation d'un roman de Gérald Bronner, qui est d'ailleurs du même nom, sorti en 2007. Comment as-tu découvert le roman? Est-ce que c'était par pur hasard ou on te l'avait conseillé? J'avais lu un article dessus dans le magazine, le magazine qui n'existe plus mais qui s'appelle Comic Box. Il y avait un petit encart dessus et le résumé m'a intrigué. Voilà, c'était une histoire, cette histoire d'un super-héros un peu désabusé, voilà l'univers, comme tu disais, des super-héros intégrés à la société, dans un monde un peu désenchanté. Ça m'a vachement titillé. Et puis le thème du désenchantement du monde, c'est un truc qui me parle. Donc j'ai été acheter le livre et puis je suis tombé amoureux du roman, quoi.
Et c'était à sa sortie ou un peu après C'était peut-être quelques mois après la sortie, ouais. Et ça fait un peu un lien avec ce que tu nous disais sur le cinéma de M. Night Shyamalan, c'est-à-dire le fait d'ancrer une histoire fantastique dans un univers très réaliste. C'était ton souhait d'approcher quelque chose un univers auquel on croit et ouais, j'avais vraiment envie d'entrer dans le film avec un pari qui est assez proche d'une autre en fait, que vraiment que le spectateur puisse reconnaître que l'aspect super-héros finalement arrive peut-être un peu plus tardivement dans le film pour qu'on ait vraiment une sorte de référent très réel et très réaliste au début du film pour qu'on puisse y croire, quoi. Elsa. Et tu as travaillé avec Mélisa Godet pour le scénario. C'est le plus gros projet sur lequel vous ayez travaillé tous les deux. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans l'écriture du scénario, Mélisa ? Tout. Déjà, elle a une science du dialogue qui est incroyable. Tous les dialogues tels qu'ils sont écrits dans le film, enfin vraiment, c'est son apport. Voilà. Et puis, enfin, vraiment la version du scénario, la dernière, quoi, en date, celle qu'on a tournée, vraiment, on l'a faite à deux. Et je pense qu'elle a vraiment en fait sa science des dialogues, je pense que ça a vraiment fait tout et je pense que ça a aussi aidé à ce que le film se fasse en fait, parce que voilà, les dialogues ont plu, ils sont, je crois, assez drôles par moments, donc et puis elle sait aussi comment caractériser des personnages, enfin voilà, mais elle est très forte pour tout. Elsa. Mais du coup, vous avez adapté le roman. Est-ce que vous avez pris quelques libertés quand même par rapport au roman ? On a pris énormément de libertés, même on a totalement changé l'intrigue. On a vraiment gardé l'univers dont je parlais tout à l'heure et puis les personnages principaux. Mais moi, je me suis rendu compte avec le temps que finalement, pour que ce film soit profondément français, il suffisait pas juste parce que le roman se déroule à New York, et il suffisait pas juste de le transposer à Paris et de garder la même intrigue. Il y avait un travail de fond à faire sur les personnages, sur l'univers, et donc ça a pris un peu de temps, mais je tenais vraiment à ce que le film ait une patte française. Ça veut pas dire franchouillard, mais un truc vraiment profondément de chez nous, et qui soit pas une pâle copie des films Marvel ou DC, quoi. Bah nous on peut en témoigner parce qu'on l'avait vu au cinéma lors d'une projection presse, et vraiment on a été impressionné de voir un film français justement avec cette envergure là et cette volonté de faire un divertissement mais intelligent, et justement qui soit pas une pâle copie de ce que pourraient faire les Américains. Mais justement je me demandais pour les personnages, ils sont excellents, le casting est incroyable, et justement tu as écrit certains personnages en ayant en tête des acteurs, les acteurs du film en tout cas. Pas vraiment, mais pour le coup quand j'ai lu le roman de Gérald Bronner, c'est Benoît Poulvord qui m'est venu vraiment en tête pour le personnage de Monte Carlo, la mélancolie du personnage. Je me suis tout de suite dit qu'il ferait un Monte Carlo exceptionnel, et j'ai pas osé tout de suite lui proposer. Ça a mis du temps parce que j'étais persuadé qu'il refuserait et qu'il m'enverrait chier. Mais en fait, des fois, on a des idées préconçues sur ça, et en fait, faut rien s'interdire parce qu'il avait une curiosité, ça le faisait marrer de jouer un super-héros, donc voilà, c'était une bonne nouvelle. C'est comme ça que... Mais justement, lui, je crois qu'il avait vécu cette expérience-là, ça l'a un peu surpris, non, de devoir jouer, du coup, sans effets spéciaux, parfois, c'était un peu compliqué pour lui de se mettre dans un film où des choses qu'il faisait n'étaient pas tout de suite perceptibles, et ça allait arriver en post-production. Mais pour tous les acteurs, par moments, c'était dur de se projeter. Moi, j'avais vraiment les trucs en tête, ce à quoi ça allait ressembler, les effets spéciaux au final. Mais il fallait que les acteurs se projettent, et c'est au début du tournage, je me suis rendu compte que c'était très important de leur mettre vraiment ce cadre-là de ce à quoi allait ressembler la scène une fois que tout serait fini. Moi, j'avais tendance à aller un peu vite en besogne en lui disant là, tu joues ça, t'es dans tel état d'émotion, etc. Mais en fait, ils pouvaient pas jouer si avant je leur avais pas, exposé le cadre de ce truc qu'ils voyaient pas en fait. Et donc pour certains c'était un petit peu compliqué. Et puis Benoît, il a un truc où il aime être libre de ses mouvements, libre de ce qu'il fait. Et c'est vrai que par moments, j'étais obligé, mais
ça va avec les effets spéciaux et le film de super-héros, de le contraindre à des trucs parce qu'il y avait un fond vert derrière lui et que s'il faisait un geste trop grand, on n'allait pas pouvoir faire l'effet spécial derrière. Donc par moments c'était un peu compliqué, mais je pense que petit à petit il a compris. Et puis après le truc c'est que Benoît en fait, même quand il a du mal à comprendre ce qu'il joue en post-prod et tout, il est quand même juste en fait. Il y a un truc où même il y a des moments où il savait pas trop, il comprenait pas trop ce qu'il faisait, mais malgré ça, il était juste, il était bon, il était dans le moment quand même. Il est excellent dans le film. Elsa. Par rapport aux effets spéciaux, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les sociétés qui ont travaillé sur ce film, c'est un peu aussi un gros projet sur lequel elles ont travaillé. C'est les sociétés micro, c'est la CGEV. Ce qui est marrant, c'est qu'elles se sont réparties les pouvoirs, c'est-à-dire la téléportation, le feu. Toi, comment tu as travaillé avec ces sociétés? Enfin, tu les as beaucoup contactées en amont ou En fait, j'ai travaillé. Les effets spéciaux ont été chapeautés par Alexis Washbrot, qui finalement s'est chargé avec les équipes de Trésor Film, s'est chargé un peu de cette répartition en fonction des meilleurs atouts de chacune des boîtes. Donc j'ai travaillé avec lui, c'était un peu mon interlocuteur privilégié sur les effets spéciaux. Et c'était un travail entre moi et Alexis. Et après, Alexis travaillait avec les deux boîtes pour affiner et pour préciser avec des mots techniques ce que moi j'avais en tête. Julia. Et oui, justement, je voulais juste revenir quand tu parlais tout à l'heure de Benoît Poelvoorde. Il a dit dans une interview, et ça m'intriguait, je voulais en savoir plus avec toi, que justement, il était très terre à terre en fait, et que du coup, c'était un peu nouveau pour lui tout ce qui était effets spéciaux. Et il a dit que tu lui faisais comprendre les enjeux du film et aussi les enjeux de son personnage à lui. En s'appuyant sur la Bible des super-héros. Ouais, c'est sa manière de trouver des... Est-ce qu'il y avait vraiment une Bible des super-héros? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de Bible. Un petit bouquin. Il n'y avait pas de Bible de super-héros, mais en fait, il sait que je suis un geek. Enfin, lui, il dit geek parce qu'il pensait que ça se prononçait comme ça, donc il m'appelait le geek. Mais ouais, il a très vite compris que j'étais vraiment... un peu une bible sur les super-héros, donc voilà. Mais et d'ailleurs il me disait mais est-ce que tu me dis de me téléporter, mais est-ce que toi tu t'es déjà téléporté? Comment tu peux savoir comment ça se passe et tout? Enfin ouais, mais c'est vrai qu'il a un truc très terre à terre. Il met un peu de recul, et c'est vrai que de devoir faire des téléportations, d'avoir dans une scène un ventilo en pleine gueule, de faire un pas vers l'avant avec un fond vert derrière lui, il y avait un côté pour lui un peu surréaliste par moment, quoi. Mais justement, ces effets spéciaux-là, t'as eu des inspirations, des films qui t'ont inspiré dans justement cette téléportation, puisque toi tu ne t'es jamais téléporté. Comment tu t'es dit ce sera cet effet-là précisément qui... Ouais, il y a eu plein d'inspirations, mais finalement... elles ont pas mal été réajustées dans mes discussions avec Alexis, justement, parce qu'il y avait des trucs que j'avais en tête qui finalement on les a un peu testés et fonctionnaient pas forcément très bien, donc c'était un peu du réajustement permanent. Enfin voilà, on a fait un vrai travail artistique tous les deux, et donc par exemple il y a un certain pouvoir dans le film autour de la lévitation, et c'était vraiment très très différent au départ. Et donc dans ces discussions avec Alexis, qui est très habitué aux films de super-héros, puisqu'il a fait plein de Marvel, de DC et tout, on a un peu réajusté le tir. Puis en fait moi j'avais envie d'une forme en particulier dans ce super pouvoir là, mais même dans les autres, d'avoir une forme de sensualité, un truc assez doux, agréable à regarder, voilà. Un peu façon Harry Potter ou pas Sur la téléportation, pas tellement. Non, on s'est un peu inspiré évidemment, parce que c'est la référence de Diablo dans X-Men 2. Mais non, on n'a pas tellement pensé à Harry Potter, peut-être inconsciemment. Mais... Elsa. Benoît Poelvoorde est donc inscrit dans un casting qui est assez incroyable, et notamment grâce aux personnages qui sont très développés. Ce qui est intéressant, c'est que Pio Marmaille, il est quelque part porté par tous ces personnages secondaires. Comment tu as fait pour trouver cet équilibre entre le personnage principal et secondaire, mais sans pour autant que les secondaires prennent trop de présence par rapport à Pio Marmaille? C'est une bonne question. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je saurais pas te dire. Après, c'est vrai que moi, je tenais à ce que ce soit vraiment un film de personnages, et donc
qu'ils aient tous leur place, qu'ils aient tous quelque chose à défendre. Je voulais pas que les effets spéciaux prennent le pas sur les personnages, l'humanité. Donc ouais, j'ai essayé de vraiment développer tous les personnages de manière intéressante, tout en gardant effectivement le focus sur mon duo principal, que ce soit Pio et Vima Laponce, qui sont vraiment les deux héros du film, quoi. On l'a dit, c'est ton premier film. Tu as toujours eu envie de commencer avec un premier film qui soit un film de super-héros ou Pas forcément, non, pas forcément. C'était vraiment le roman de Gérald, en fait. Moi, je suis un fan de super-héros et de comics depuis que je suis tout petit. Donc voilà, je pense que ça a quand même évidemment joué, mais en fait, c'est le roman de Gérald qui m'a fait dire « Ah, là, il y a un terrain pour faire un film de super-héros français, il y a un ton, il y a une approche un peu différente. » Et donc, ça m'a vraiment passionné et habité. Et voilà. Julia, ouais. Oui, et c'est surtout le côté humain aussi des personnages. Par exemple, le personnage de Monte Carlo, atteint d'une maladie, qui est sur la pente descendante. C'était vraiment important pour toi, justement, de remonter ce côté humain qu'on n'a pas, par exemple, dans les Marvel ou les DC Comics. Des êtres humains qui doutent, en fait, absolument comme des êtres humains normaux. Ouais, bah complètement. C'était la base du projet, en fait. C'était de se dire, on fait un film de super-héros et on a des rendez-vous d'effets spéciaux qui sont vraiment super et de l'action et tout. Mais avant tout, on fait un film avec de l'humanité. On parlait d'Incassable tout à l'heure, mais voilà, c'était vraiment ma référence sur le film, même si le film est très différent d'Incassable et tout. Mais ouais, c'était vraiment la base de tout, en fait. C'était ce que je cherchais à tous les instants. Ouais, j'ai été pas mal aussi inspiré d'un film plus récent comme Logan, où justement il y a un travail comme ça sur les personnages, un truc de mélancolie. Le rapport entre Xavier et Logan dans Logan m'a vachement inspiré pour les rapports entre le personnage de Pio Marmaille et de Monte Carlo. Enfin voilà, c'est ce travail-là que je cherchais avant tout et que je cultivais vachement dans le travail avec les acteurs. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait en sorte que tout ce truc d'effets spéciaux, techniques assez lourds, finalement, ne prennent pas le pas sur le travail avec les acteurs et sur l'humanité des personnages. Elsa. Aurélien parlait tout à l'heure de l'ambition de ce premier long métrage. Comment est-ce que toi et tes producteurs, vous avez fait pour rendre un film de super-héros français crédible aux yeux à la fois du public et des financeurs quelque part? Parce que c'est vrai que certaines mauvaises langues pourraient dire un film de super-héros français, qu'est-ce que ça va être? Comment vous avez fait pour affirmer votre ambition et dire non, nous ça va être du lourd, ça va être bien, vous inquiétez pas? Pour ça, on a fait un petit pilote de 4 minutes pour montrer un peu le savoir-faire des équipes avec qui on voulait bosser, des équipes effets spéciaux, aussi qu'on avait un ton très, très à nous. Donc on a dû passer par ça parce que c'est vrai que c'était pas évident de monter le film et de dire, quand on disait on va faire un film de super-héros français, les gens nous riaient à la gueule. Donc on a dû passer par ça et ça nous a aidés. Et après, auprès des spectateurs, je sais pas, on verra la sortie vendredi. T'as eu quand même déjà quelques retours parce que ton film il est passé au festival de Deauville, aussi au festival Paradiso d'MK2. Quels sont ces retours justement du public? Ils sont très bons. Moi, je suis très content. Je suis assez fier des retours. Je suis assez fier que les gens notent ce travail avec les acteurs. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que les gens sont contents de ça, quoi, des personnages, des acteurs, du jeu d'acteurs. Moi, c'est ce que je trouve le plus important que tout. Donc, ça me fait plaisir que les gens apprécient cet aspect-là du film, quoi. Et tour de force, en plus de plaire au public, ça plaît aussi à la presse. Ça, c'est assez rare pour un film de divertissement français qui, effectivement, la presse n'a pas toujours été très, très clémente, par exemple, avec des réalisateurs français comme Olivier Mégaton, Luc Besson, qui font des films de divertissement. Toi, tu as réussi à trouver la faille, la juste faille. Je ne saurais pas trop l'expliquer ni l'analyser. Enfin, vraiment, c'est un truc qui m'échappe un peu, quoi. Est-ce que ça met pas la barre un peu haut? Toi, ça te stresse pour un prochain film où tu te dis, est-ce que je vais... Non, pas du tout, parce que moi j'ai envie de faire un truc très différent par la suite. Donc, et puis, j'ai commencé à bosser sur d'autres projets en parallèle. Donc finalement, j'essaye de garder un cap et j'essaye de pas trop me faire influencer sur les bonnes ou les mauvaises réactions, d'essayer d'être fidèle à ce que j'ai envie de faire et sans trop écouter toutes ces voix-là
positive ou négative, mais même si c'est intéressant quand même de savoir ce que les gens perçoivent et ressentent, mais j'essaye quand même de garder un cap de ce que j'ai profondément en moi envie de faire, quoi. Et justement, est-ce que tu trouves que le cinéma français peut parfois manquer de films de genre, de films de super-héros, de films d'horreur, de films de... Horreur, on voit qu'il y en a quelques-uns là qui sortent en ce moment, et j'ai l'impression que... Ouais, après je pense que c'est, comme tu dis, c'est en train de changer, que ce soit avec là, tous les films d'horreur ou de fantastique qui sont en train de sortir, et puis aussi l'avènement un peu des plateformes. Je pense que c'est en train d'évoluer, plus... Voilà, les gens de ma génération qui ont baigné dans le cinéma de genre, donc je pense qu'on est totalement sur la bonne voie. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Tu y crois, à Elsa? Parce que je voudrais avoir ton avis d'expert en films de super-héros, mais certaines personnes disent, avec tous ces films Marvel d'ici, qu'il va y avoir un essoufflement du genre du film de super-héros. Est-ce que tu penses que ça va être possible, ou est-ce que tu penses qu'on va plutôt se diriger vers un renouvellement du genre? Bonne question. Je sais pas, mais moi je pense qu'en tout cas pour que le genre dure, il faut que ça passe par un renouvellement. Il faut d'avoir des propositions vraiment très différentes. Et je pense que c'est le cas, ça passe pas mal par les séries en fait. Quand tu vois Watchmen, The Boys, je pense que si on continue d'avoir des propositions vraiment différentes, singulières, originales comme ça, je pense que le genre c'est infini. Enfin, je pense que ça s'arrêtera jamais. Donc non, c'est vraiment dans les mains des réalisateurs et des auteurs, mais je pense qu'il faut cultiver l'idée de faire des trucs vraiment très originaux et barrés et différents. Et pour toi, c'est quoi la recette d'un bon film de super-héros? Waouh. Mais toi, en tout cas, personnellement, hein, pas universellement. J'ai pas vraiment de. Est-ce qu'il y a des ingrédients qui te. De recettes, une bonne histoire, mais c'est un peu basique de dire ça, mais une bonne histoire, des enjeux forts. Mais c'est pareil, enfin pour tous les films. Ouais. Dans ton film, par exemple, il y a un travail du son qui est remarquable. Hein. Comment est-ce que tu as travaillé avec cette équipe-là pour trouver les justes sons des pouvoirs, des séquences? Ouais, j'avais vraiment envie que le son soit vraiment chiadé et surtout que certains effets spéciaux qu'on les voit pas. Enfin, j'avais vraiment envie de jouer avec le hors-champ, et donc ça voulait dire forcément soigner le sound design des effets spéciaux. Il y a une scène notamment dans le film où il y a une invasion d'un commissariat, et je voulais vraiment que même si on voit pas beaucoup de super pouvoirs dans cette scène, qu'avec le son on ait l'impression que d'en voir dans sa tête, quoi, vraiment qu'il y ait des trucs qui se passent de partout, de tous les côtés. Donc ouais, c'était important pour moi dans les moments où il y avait peut-être un peu moins d'effets spéciaux, que cet aspect-là passe aussi par le son. Et Elsa, oui, parce que tu parlais du son, mais moi j'aimerais parler de la musique aussi, que j'ai trouvé très belle. Tu as travaillé avec Adrien Prévost et Nino Vella. Quelles étaient les inspirations musicales pour ce film? Comment vous êtes dirigé vers... On avait plusieurs inspirations. La série animée Batman, le travail de la BO de Shirley Walker et plein d'autres compositeurs qui ont bossé sur cette BO. J'aime bien le truc un peu épique, et par moments le côté un peu mélodramatique, voire même tragique qu'il y a dans cette BO. Donc je leur ai envoyé quelques thèmes de cette BO, de cette série animée. Et après, on a échangé plein de références. Moi, j'adore, on parlait de Shyamalan, j'adore aussi James Newton Howard, Morricone aussi. On a échangé vraiment plein de références, et puis on a eu la chance d'avoir du temps pour bosser la BO. En fait, je pense que c'est surtout ça. Donc ça, c'était super, parce qu'on a eu vraiment des longs échanges. On a pu affiner, on a pu aller vraiment dans le détail, et ça, c'était super. Julia. Peut-être aussi ce qui va plaire au public, c'est le casting qui ne correspond pas à un univers particulier. Et par exemple, ce qu'on peut voir dans les autres films, soit les blockbusters ou les films de super-héros, où ça va être des acteurs en fait qui sont habitués à ce genre de rôle. C'est peut-être ça aussi qui va plaire au public. Pourquoi en fait, tout simplement avoir choisi d'avoir un casting aussi hétéroclite? Moi, je crois que les bons acteurs, ça c'est tout joué. Et donc, je me suis pas dit... là, pour ce rôle-là, je vais aller chercher un acteur de comédie ou un acteur de film indé, même si j'avais envie quand même d'un truc un peu mélangé. J'ai vraiment pensé à qui est le meilleur
acteurs pour chacun des rôles. Je me suis, enfin voilà, moi je crois pas trop aux barrières entre, enfin voilà, j'ai essayé de faire tomber ce truc-là, et donc c'est pour ça que j'ai été chercher à la fois des gens qui viennent plus des acteurs qui viennent plus du cinéma indé comme Vima Laponce ou qui sont soit Narlo ou qui sont peut-être un peu plus identifiés comédie comme Poulvord, même si c'est pas tout à fait vrai en réalité. Enfin voilà, je me suis vraiment rien interdit en fait, et je me suis dit que finalement le meilleur moyen d'être original, c'est de l'être aussi en termes de casting et d'aller pas forcément chercher la personne la plus attendue dans chaque rôle. Soit Narlo par exemple, c'est très réussi parce qu'il joue un méchant, mais on n'a pas tellement l'habitude de le voir dans ces rôles-là. Ouais. On l'a vu donc dans le film de François Ozon, dont le nom m'échappe. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, tout à fait. Mais aussi dans Perdrick, et il a joué et là on le voit dans des rôles donc plutôt doux, et là il joue donc un personnage et il est crédible, et vraiment et comment est-ce que tu as travaillé avec lui ce rôle-là de grand méchant de l'histoire? On l'a vraiment imaginé avec lui en fait, ce rôle, mais c'était un peu le cas avec tous les acteurs. J'ai vraiment travaillé pour qu'aussi ils se sentent stimulés et qu'ils fassent des choses vraiment qui les amusent. Donc le rôle était un peu différent au départ, et avec Mélisa Godet et Swan, on a vraiment réfléchi à la caractérisation. Cette idée de cette toupie qui manipule tout le temps dans le film, c'est venu aussi de discussions avec lui. Ce côté un peu enfant impatient, impulsif, c'est venu aussi de discussions avec lui. Donc en fait, ouais, j'ai essayé de lui donner pas mal de liberté pour qu'il s'éclate. Et ce qui est impressionnant dans ce film-là, on le disait, c'est que c'est donc un film avec donc beaucoup d'effets spéciaux, un gros film, mais qui finalement coûte quasiment 10 fois moins cher que les films de super-héros américains. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour garder la même qualité donc, parce que vraiment, en tout cas pour nous qui l'avons vu, je trouve qu'il y a autant, voire meilleur que beaucoup de films Marvel, avec un budget qui est 10 fois moins important. C'est pas évident, surtout au niveau des effets spéciaux, mais... après c'est un truc vraiment, c'est une réflexion globale, donc de où est-ce qu'on met l'argent, avoir quelques rendez-vous vraiment forts, et puis le reste, comme on disait, être sur plus des scènes de personnages, et de creuser les enjeux, etc. Donc c'est vraiment un dosage, mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, je pense qu'on a une manière quand même différente de travailler chez nous en France. On a un truc plus artisanal, et donc je pense que finalement, quand eux ils font des films à 200 millions, nous presque on pourrait les faire un petit peu moins, parce qu'il y a il y a un mode de fonctionnement un peu différent, je pense, d'un pays à l'autre. Donc c'est vraiment pas le même fonctionnement en fait. Oui, donc on parlait tout à l'heure de l'humanité des personnages. Ça s'est ressenti au travers de Pio Marmaille, le personnage de Moreau. Comment tu as travaillé avec lui pour construire ce personnage? Écoute, j'ai un peu comme tous les autres, c'était des discussions, des réflexions sur le texte. Des réajustements, écouter aussi ses envies d'acteur. C'était un peu pareil que ce que je disais avec Swan tout à l'heure. Et après, moi, j'avais aussi envie d'aller chercher peut-être un truc un peu plus sombre chez lui, même si il a des traits d'humour dans le film, et il y a de la légèreté dans le personnage, mais j'avais envie d'aller chercher un truc un petit peu plus noir que peut-être ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Et dans justement, donc on parlait de films de super-héros, et le tien sort sur Netflix, mais à l'origine il était destiné aux salles de cinéma. Ça s'est fait à cause donc de la crise du coronavirus notamment. L'avantage, c'est que Netflix, donc ça va être disponible quasiment partout dans le monde, ou même partout dans le monde, partout où Netflix est disponible en tout cas. Et l'inconvénient, c'est que donc pas de salle de cinéma en France en tout cas. Toi, comment est-ce que tu as vécu ce changement, et est-ce que tu as ressenti justement, tu as vu les aspects positifs d'une sortie sur Netflix qui a agrandi le public qui pourrait voir ton film? Ouais, c'est ça, on l'a vu comme un truc plus bénéfique, dans le sens où finalement il y a beaucoup de films qui sortent en salle toutes les semaines, et moi ça fait vraiment beaucoup d'années que je travaille sur ce film, donc je voulais pas qu'il soit sacrifié à cause
cause d'un putain de virus, quoi. Donc, c'est que les films sortent là, il reste quasiment 3 semaines. Donc on a eu cette réflexion de se dire comment on peut faire pour que le film se démarque malgré cette crise terrible. Et Netflix nous a semblé être la meilleure solution, surtout avec ce public de Netflix qui est, je crois, avide de films de super-héros, de séries de super-héros, de films de genre. Donc voilà, c'est un pari, hein, mais on s'est dit que c'était le meilleur truc à faire. On va voir si la sortie nous donne raison. Julia. Et justement, le cheminement est tellement long pour faire un film comme ça, du début de la préparation. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de baisser les bras ou d'abandonner ? Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, bon, bah, finalement, ça va peut-être pas se faire, ou il faudrait que je lâche l'affaire ? Oui, plein de fois. Plein de fois. Et c'est, pardon, on en parle beaucoup dans cette émission, mais c'était le roman de Gérald qui me ramenait à mon envie initiale, le texte, je relisais des passages et ça me reboostait à chaque fois. Parce que je me redisais tout ce que j'aimais dans ce bouquin. Donc ouais, il y a eu plein de moments de doute et j'ai d'ailleurs bossé sur d'autres projets en parallèle parce que j'avais le sentiment que ça se ferait jamais parfois, mais j'ai tenu bon et puis voilà, aujourd'hui on y est. En fait, on a essayé de vraiment enfoncer toutes les portes fermées qu'on nous a données, quoi, et on n'a rien lâché. Et puis j'étais très bien accompagné par une super prod, par des auteurs qui me soutenaient. Donc ça, évidemment, c'est hyper important. Et justement, est-ce que pour tes prochains projets, ça va faciliter un peu pour les... Tu penses d'avoir fait ce film-là ou je pas, sais pas du tout. Je sais pas du tout. On va voir. J'en sais rien. C'est des films. Mes prochains projets, ils sont pas vraiment encore ni en financement. Je bosse un peu dans mon coin pour l'instant. Donc, écoute, on va voir. Je bosse sur des projets un petit peu plus à plus petite échelle, disons, même si pourquoi pas refaire un autre film un peu costaud comme ça plus tard. Mais écoute, on va voir. Je sais pas du tout. Une suite, ça te plairait ou pas? Puisque les films de super-héros sont quand même habitués à des sagas. Pour toi, j'y pense. J'y pense parce que déjà, il y a eu beaucoup de versions de scénario. Il y a pas mal de trucs qu'on a laissés de côté que j'aimerais bien réutiliser. Et puis, il y a des trucs qu'on laisse un peu à la fin du premier film. Il y a des possibilités qui sont cool et auxquelles je pense. J'ai quelques idées, donc pourquoi pas, ouais. Qui se font en suspens. Nous aussi, on aimerait beaucoup découvrir. À la fin, tout le film est rentré réussi et c'est très honnête quand je dis que nous, on a tous beaucoup aimé dans l'équipe. Merci beaucoup, Douglas, pour toutes ces réponses. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir. Je rappelle donc que Comment je suis devenu super-héros sort dans 2 jours, précisément de ce mercredi, sort vendredi sur Netflix. Voilà, donc on se retrouve avec toi vendredi pour un blind test au thème particulier. Vous allez voir, je vous en dis plus vendredi. Les clapeux sont déjà prêtes pour faire remporter. C'est donc le vinyle. C'est ça que le vinyle de la BO de Comment je suis devenu super-héros, donc qui est composé par Nino Vella et Adrien Prévost, et avec le titre de fin qui est interprété par Oxmo Puccino et Némir, la version longue du titre de fin qui n'est que dans le vinyle. Une exclusivité. Et c'est toi qui as réalisé le clip, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Alors là, les gens vont être ravis. Et tu dédicaceras du coup au vainqueur ce vinyle. Merci beaucoup donc Douglas pour tout ça. On te retrouve vendredi, donc le jour même de la sortie pour ce blind test là. Et voilà, merci à nos clapeuses du jour. Merci à Arthur qui réalise cet épisode. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Et vous n'oubliez pas de liker ce podcast et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en version filmée, ou encore nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. Voilà, je vous dis donc à vendredi pour ce blind test là. Et d'ici là, allez au cinéma.